J'ai écrit ce roman qui s'appelle « Quand arrivent les chevaux » pour rendre hommage à la vie de ma mère. Donc j'ai écrit sa mort. Ma mère, ma jument. C'est normal, je vais mourir, alors tu pédales un peu. Tu vas perdre celle qui t'a donné la vie. Mais ce qui est beau, c'est que tu naîtras de ma mort. Et ce sera ton tour de me porter en toi. Comme je t'ai porté moi. Comme je porte ma jument. Tu vois, ce n'est pas triste. La peine aussi vaut la peine d'être vécue. Je suis une artiste, chanteuse, compositrice, auteure. Plus ça va, plus la musique est pour moi un vecteur de rêve et d'espoir, de lutte contre la noirceur, pour la lumière. Je m'engage avec ma musique. J'essaie de faire ce que je peux pour aider là où je peux à ma petite manière. Le silence de l'aube a fait taire les chiens. Au bord du plateau s'accordent les musiciens. Cette semaine, dans le Paris des Arts, des artistes dont la plume ne vous laissera pas insensible. Marc Lavoine va nous parler de son dernier roman au milieu des œuvres d'une grande galerie d'art parisienne. Émilie Loiseau, elle, sera derrière un piano pour nous conter son dernier album. Et puis à la fin de l'émission, vous restez avec nous pour notre coup de cœur. On vous emmènera dans un cabaret mythique, le Paradis Latin. Bonjour Marc Lavoine. Bonjour. On est très heureux de vous retrouver ici dans la galerie de Kamel Menour, qui est d'ailleurs à l'honneur dans votre nouveau roman « Quand arrivent les chevaux ». Oui. Vous nous livrez quelques réflexions intimes sur le rêve, sur l'art également. Quelle place a l'art dans votre vie? À peu près la même place que Kamel. C'est-à-dire qu'un ami comme lui est un ami qui occupe beaucoup de place. Beaucoup de place dans mes pensées, beaucoup de place dans ma vie. La vie, c'est de l'art. C'est important de regarder les choses qu'on ne voit pas, d'avoir une focale différente. Kamel, bonjour. Je t'embrasse. Bon, on est ravis de tourner ici. Vous allez nous parler un petit peu de cette artiste libanaise, Huguette Callan, qui a vécu à Paris. Et c'est cette période parisienne que vous avez choisi de mettre en avant. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette période parisienne? Alors, Huguette Callan est une personne extrêmement insolite, étrange. Ça a été, entre autres, la fille du premier président du Liban au début des années 60. Et à la mort de son père, elle considère qu'elle veut être l'artiste qu'elle a toujours été. Et elle va venir s'installer à Paris et fréquenter toute l'intelligentsia, les poètes, les artistes, et créer cette série absolument iconique et merveilleuse qui s'appelle Bribes de corps. Parce qu'elle avait un rapport à son corps assez particulier, elle était très féministe, mais elle considérait qu'elle était trop forte. Donc elle va photographier des parties de son corps qu'elle va amplifier en très très grand et qui vont devenir des tableaux qui sont entre la figuration et l'abstraction. Ce qui est joli dans ce tableau, par exemple, c'est qu'on y voit une douleur aussi, on y voit une peine, on y voit quelque chose qui est là, qui est en peine. Et parce qu'il y a des pansements là. Qui s'avance vers l'extase. Parce qu'elle essaie de se corriger. Oui, et en même temps, il y a l'oubli. Parce que là, on part du réel et puis on va vers l'oubli de soi pour découvrir l'autre. Et ça, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux, c'est un geste incroyable. Toi, mon amour, toi qui as le cœur lourd, mon amour, est-ce que tu m'aimes toujours pour toujours? Moi je suis fait pour toi, mon amour, je ne pense qu'à ça tous les jours. Marc, on va parler de votre deuxième roman, Quand arrivent les chevaux. Il est dédié à votre mère, dont vous avez un temps tenté d'occulter la disparition, tant elle vous était insupportable. Alors vous revisitez, ou plutôt vous réinventez les 3 dernières semaines de sa vie. Pourquoi? Je les ai réinventées parce qu'elle est mal morte, et donc j'avais envie de lui écrire une mort à la hauteur de sa vie.
Et puis il est resté 7 ans sur ma table de travail, parce que ma mère est morte, je crois, puisque maintenant on me le dit, en 2013. La parution d'un livre, ça représente un abandon, disons. Je ne veux pas dire un accouchement, mais un abandon. Et cet abandon m'a permis d'abandonner ma mère, de ne pas l'abandonner vraiment, mais de la laisser partir. De la laisser partir. Je marche sans direction précise, envie de me perdre, de ne plus retrouver mon chemin, de partir, de disparaître, d'échapper à ce qui m'attend, de perdre à mon tour la tête, mieux la mémoire, de perdre mon attachement à toute chose, d'oublier jusqu'à l'oubli lui-même, d'oublier que je l'aime. Vous écrivez « Elle, je l'aimais comme je n'ai jamais aimé depuis ». Oui. Ça m'a surpris, j'ai trouvé ça très beau et en même temps, je vous m'arrêtez si je me trompe, je crois que les femmes qui ont partagé votre vie, vous les avez aimées éperdument, évidemment pas comme une mère. Pourquoi avoir écrit cette phrase? L'amour sans pourquoi, j'ai jamais connu depuis ma mère. Ouais. Dans ses yeux, je me sentais vraiment moi, je me sentais à l'aise, je me sentais bien. Je me sentais considéré, je me sentais vivant. L'amour est une tentative, on cherche toujours quelque chose. Et parfois, on a l'impression que le « je t'aime » qu'on dit est le même que celui qu'on entend, mais c'est pas vrai. Donc, je suis resté assez, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, je suis resté assez loin des yeux de ma mère, du bleu de ses yeux, de l'océan dans lequel je pouvais voyager, je pouvais mettre ma caisse en carton et puis être au milieu de l'océan. Elle y croyait, et moi aussi. Je me sens si vide à présent. Vais-je savoir encore écrire? Pourrais-je dire encore je t'aime? En chanson, depuis 40 ans, vous avez exploré l'amour sous toutes ses formes, oui. L'amour fou, l'amour impossible, l'amour perdu, l'amour retrouvé. L'un de vos derniers titres, d'ailleurs, s'intitule « Pourrais-je dire encore je t'aime » C'est quand même un sujet de réflexion pour vous, un sujet de réflexion sans fin, l'amour. Oui, exactement, parce que la vie, on ne sait pas ce que c'est. C'est une chose qui nous arrive, on nous la prête. La mort non plus, on ne sait pas ce que c'est. Certains d'entre nous pensent qu'après, il y a autre chose. Et l'amour, on ne sait pas ce que c'est. On veut toujours mettre une formule sur un amour arrêté à un moment donné, mais il change. Il change de peau, il change de forme. Il peut devenir la haine, il peut devenir le meurtre, il peut devenir la jalousie, il peut devenir l'inquiétude, il peut devenir la sagesse, il peut devenir autre chose. Tel est le deal, tel est le protocole. Au milieu de tous les Playmobil, avec leurs yeux qui collent. Il y a ce livre testament, un nouvel amour dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait encore rêver? Je me permets de poser la question parce que le rêve, la part indispensable du rêve, c'est un sujet aussi central de ce roman. Mais je pense que plus loin on rêve, plus loin on vit. Le rêve, c'est la nourriture de notre vie. Quand on arrête de rêver, c'est qu'on arrête d'avoir de l'humour. Je est un autre, disait Arthur Rimbaud, et il avait raison. Ouvrir les yeux tous les jours sur le monde, c'est merveilleux. Ne pas se lasser de chaque minute qui passe, chaque minute qui nous emplit d'un désir. Le désir, c'est le désir de l'autre aussi. Et le désir, on ne sait pas comment ça vient, on ne sait pas comment on l'attrape, on ne sait pas comment il s'en va. L'amour, c'est pareil, on ne sait pas ce que c'est, mais il est là. Et ça me va. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. J'ai couché nos peines, j'ai couché nos larmes, au pied de la frontière, j'ai posé les armes, cherchant un jour de plus. On va à présent se laisser bercer par la voix lumineuse d'Émilie Loiseau. Elle est en tournée avec son nouvel album, La Souterraine, qui s'apparente à un grand cri d'amour dans un monde à la dérive. L'artiste franco-britannique nous reçoit autour d'un piano du mythique club de jazz, le Duc des Lombards. Cette tournée, c'est celle de votre dernier album, le 6e, qui est construit comme un fil rouge, qui part de la violence de ce monde et qui essaye de nous tirer vers la lumière. Qu'est-ce que vous avez voulu y injecter ?
C'était un peu le prolongement du disque précédent, Icare, effectivement, prendre le pouls de ce monde et de ses fracas, mais surtout prendre le pouls de ce que ça nous fait, à notre âme. Pour celui-ci, pour La Souterraine, le cœur battant de ce disque a été une jeune fille de 14 ans, Ella Iqbali, qui est une jeune afghane qui fuit les talibans avec sa famille, que j'ai suivie parce que ma sœur a fait un film sur elle, La vie devant elle. J'ai fait la musique et j'étais chargée d'être sa voix intérieure. Donc j'ai attrapé ses mots, j'ai attrapé sa manière à elle aussi d'être infiniment résistante, pleine d'une joie, d'une envie de bouffer la vie, d'une conviction qu'elle allait aller à l'école et faire de grandes choses. Et ça a été vraiment le cœur battant lumineux de ce disque. Oui. À quoi on s'attend quand on va voir un spectacle d'Émilie Loiseau? Ce concert, je le vois comme un refuge de résistance, d'amour et de lumière dans ce monde assez noir où on nous dit si divisé. Et donc j'essaie de créer cette sensation de refuge, de vibration et de peut-être imaginer une autre histoire que celle mortifère qu'on nous raconte sur nous en ce moment. Laissons-nous là irriguer les champs et nos yeux séchés dans le vent. Votre engagement écologique transpire aussi dans vos textes. Je sais que c'est important pour vous d'imaginer de nouvelles formes de récits pour parler des défis climatiques. Quel rôle peut jouer la musique? Je crois que la musique est un vecteur tellement puissant d'émotions, qui parle au corps, qui parle à quelque chose d'instinctif. Et je crois qu'on peut, par ce vecteur émotionnel, arriver à saisir, à aller chercher les choses de l'âme des autres et les mettre en résonance avec ce qu'on essaye de transmettre comme émotion. Je crois que l'une des choses les plus importantes à transmettre, c'est la joie. La joie d'imaginer autre chose, de plus égalitaire, de plus bienveillant, de plus solaire, de plus durable. Et je crois que c'est très joyeux, en fait, c'est une fête. Merci Émilie. On va se quitter en musique. Vous restez avec nous tout de suite, notre coup de cœur. Je vous emmène passer une soirée inoubliable au Paradis Latin. Dans la voie souterraine, elle allait danser chaque soir, Hélène. Dans la voie souterraine, son homme la traitait comme une reine. Et dans le noir, on croyait la voir sereine. Je vous emmène à présent faire la fête au programme de la danse, du chant, de l'humour, de la sensualité. Ça se passe au Paradis Latin, le plus ancien cabaret de Paris, reconstruit par Gustave Eiffel en 1889. Et nous allons découvrir l'Oiseau Paradis, la dernière revue chorégraphiée et mise en scène par Kamel Wally. Bon Jade, tu es meneuse de revue, c'est une responsabilité. Quel est ton rôle tous les soirs sur scène? En fait, je joue le rôle d'une meneuse de revue qui vient de Las Vegas et qui évolue tout au long du show à Paris. Alors en tout cas, c'est une formation complète. Tu danses, tu chantes, tu joues la comédie et puis tu entraînes les autres. Ça passe par quoi? Meneuse de revue, c'est un métier à part entière. Il faut savoir chanter, danser en même temps. Il faut savoir aussi jouer la comédie. Et il faut pouvoir incarner ce rôle. Il faut vraiment, et ça pour moi c'est une grande responsabilité d'incarner ce rôle-là. C'est chic. C'est fait pour plaire. Alors, qu'est-ce qui différencie le Paradis Latin des autres cabarets parisiens? Alors moi je dirais que c'est la touche de modernité, la diversité, que ce soit au niveau du casting, au niveau des tableaux, au niveau des artistes.
Et bien sûr, la patte de Kamel Wally. Il y a du classique, moderne jazz, du hip-hop. On s'ennuie pas, quoi. Bon, merci Jade. On est ravis. On va te laisser te préparer, te métamorphoser. Et puis, on va te retrouver sur scène. À très vite pour de nouvelles aventures.